Ça enregistre. Pour ce nouveau webinaire, donc intitulé Accueillir un travailleur en situation de handicap porteur d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc nous sommes 3 salariés de l'association Fimeco à vous présenter ce webinaire. Donc je laisse juste mes collègues se présenter. Donc, je suis Nathalie Mélis, je suis conseillère professionnelle de proximité spécialiste des troubles cognitifs. Et moi, Sarah Delepierre, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Et donc moi-même, Laurie Prévota, également psychologue spécialisée en neuropsychologie. Alors l'association Fimeco donc favorisait l'insertion et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap cognitif. Donc aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur la présentation de l'association puisqu'on l'a fait sur les nombreux webinaires précédents. Mais voilà, vous y avez accès en libre accès sur la page YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, dans l'association Fimeco, vous l'avez compris, il y a des psychologues spécialisés en neuropsychologie, des CPPS comme Nathalie, donc conseillère professionnelle de proximité, spécialisée dans les troubles cognitifs, et une psychologue ergonome. Et nous collaborons avec ICOM Provence, donc qui sont composés d'ergothérapeutes spécialisés dans les troubles cognitifs et experts en solutions numériques de compensation. Alors, pour commencer ce webinaire, on va juste reprendre une petite partie pour bien comprendre le TSA, puisque c'est important de mieux connaître pour accueillir. Donc, vous l'avez compris, donc, le handicap cognitif est un handicap invisible. Il peut provenir de 2 origines, de troubles cognitifs innés, donc consécutifs à des troubles du neurodéveloppement présents depuis la toute petite enfance, ou de troubles cognitifs acquis qui vont être consécutifs d'un accident, d'une maladie. Là, vous le voyez ici, le trouble du spectre de l'autisme fait partie des troubles du neurodéveloppement. Et donc, sans rentrer dans les détails, c'est un trouble lié aux particularités fonctionnelles de certaines parties du cerveau qui vont impacter la manière de communiquer, de ressentir, d'interagir. Et on va le voir plus précisément juste après. Il faut savoir que dans le monde médical, voilà, dans le monde médical, on a 2 systèmes de classification des maladies. Auparavant, sur la CIM-10 et le DSM-4, on parlait de troubles envahissants du développement. Donc, c'était vraiment une classification catégorielle, donc avec des catégories, entre guillemets des cases, mais il n'y avait pas vraiment d'homogénéité dans ces catégories. Du coup, il y a eu une évolution. Et là, sur le DSM-5, on parle de troubles du spectre de l'autisme avec une classification dimensionnelle. Donc, c'est vraiment un continuum avec des degrés de sévérité selon les symptômes. Donc on le voit ici, du trouble du spectre de l'autisme sévère avec une déficience intellectuelle jusqu'à un trouble du spectre de l'autisme léger sans déficience intellectuelle. Donc voilà, on est vraiment sur ce spectre-là et c'est pour permettre, d'être plus précis aussi dans l'accompagnement et dans les profils. Sans rentrer dans les détails sur les critères diagnostiques, les 2 principaux critères qui reflètent les particularités du fonctionnement TSA sont ceux-là, c'est-à-dire qu'il y a des déficits persistants de la communication et des interactions sociales, un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités, et des troubles sensoriels. Et donc, vous l'avez compris, il n'y a pas de profil type. La sévérité des symptômes vont vraiment varier d'une personne à une autre. Alors, la métaphore de l'iceberg est souvent utilisée pour représenter le handicap invisible, et donc aussi dans le TSA. Et en fait, la partie là, on voit visible de cet iceberg, se traduit souvent par le sens social qui est défaillant et qui va particulièrement du coup impacter la vie quotidienne mais aussi professionnelle du salarié. Et on le voit ici qu'il y a toute une partie immergée qui va handicaper tout autant le salarié au niveau de ses fonctions exécutives, qui va se répercuter sur son autonomie, des sensorialités, des intérêts restreints. Et donc on va le voir plus précisément sur le diaporama suivant, avec quelques exemples de répercussions en emploi notamment, des difficultés à communiquer, à comprendre les situations sociales par exemple. Les malentendus peuvent être fréquents, surtout si les consignes sont implicites, abstraites, avec des codes non verbaux non compris, comme les expressions faciales au niveau des émotions. Un manque de flexibilité, surtout au niveau des imprévus, de l'inattendu, donc il y a vraiment un attachement à la répétition et la routine. Une rigidité de pensée, des intérêts restreints, une maladresse motrice et des hypersensibilités qui, par exemple au niveau auditif, qui vont être associés à des difficultés au niveau de la concentration. Alors de façon imagée, là avec le guide Simon,
On le voit un petit peu avec ces représentations visuelles, les problématiques sociales que le salarié porteur de TSA peut rencontrer. Donc là, c'est le personnage jaune qui représente une personne porteur de troubles du spectre de l'autisme. Et donc, on voit que ça va impacter sa manière de comprendre et d'appliquer certaines règles sociales, des difficultés à amorcer une conversation, à adapter son comportement en fonction de l'autre, et parfois des interprétations erronées sur des expressions, par exemple, parce qu'il y a vraiment parfois une compréhension au premier degré des expressions imagées. Alors, sur le diaporama suivant, on va essayer, nous, de se mettre à la place d'une personne avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc là, sur la petite BD, on le voit avec le personnage jaune qui se dit: «Je ne vois pas l'intérêt de ce genre de discussion», en regardant les collègues de travail, par exemple à une pause café, en train de parler de tout et de rien. Une personne avec TSA peut aussi se dire, alors NT, ça veut dire neurotypique, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de TSA. Donc il peut se dire les neurotypiques ont une difficulté à parler explicitement. Il faut deviner l'humeur, le ressenti. Ils utilisent un langage avec des images qui n'ont aucun sens. Par exemple, les expressions imagées, je suis sous l'eau, je jongle avec mon agenda. Et également pour eux, des environnements trop stimulants, donc qui créent une fatigue inutile. Alors pour terminer sur cette partie, pour bien comprendre, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que finalement, si on ne prend pas en considération la situation de handicap du salarié, et donc par l'environnement, la personne en situation de handicap va mettre en place des mécanismes de camouflage, c'est-à-dire qu'elle va essayer, aussi bien qu'elle le peut, de compenser ses difficultés pour atteindre, entre guillemets, je dis bien, une normalité. Là, par rapport à cette petite illustration, on voit les personnages avec un TSA gravir finalement des montagnes qui représentent des difficultés pour eux, comme regarder son interlocuteur dans les yeux, gérer les angoisses, pardon, discuter avec les gens, comprendre les enjeux des relations sociales, lire les émotions des autres, parce que pour eux, ça passe vraiment par du décodage. Et donc, tout ça est source de grande fatigabilité, invisible, bien entendu. Mais si on fait un peu le comparatif avec du handicap visible, une personne avec un handicap moteur et qui a une difficulté à la marche, si finalement l'ascenseur est en panne pour se rendre à son bureau et qu'elle doit à chaque fois monter les escaliers tous les jours, forcément, ça va générer des difficultés et une fatigabilité. Et ben, c'est la même chose là pour le TSA qui est du handicap invisible. Si on ne prend pas en considération la situation de handicap dans son environnement de travail, ça va générer une situation de fatigue et parfois ben, des arrêts maladie, des burn-out si on va plus loin. Donc pour finir sur cette partie, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Donc c'est important de se renseigner auprès du salarié ou des organismes qui l'accompagnent pour comprendre le fonctionnement, et on va le voir avec mes collègues juste après, pour mieux connaître les spécificités du salarié et donc s'appuyer plutôt sur ses points forts. Surtout de limiter et d'éviter des situations d'incompréhension ou d'interprétation. Par exemple, il ne fait pas d'effort ou il ne vient pas aux pauses pour discuter, il ne s'intègre pas. Ça permet de pouvoir adapter sa communication, sa posture et l'environnement de travail, et donc favoriser l'inclusion et la meilleure cohésion au sein de l'entreprise. Et ça va faire le lien avec les parties de mes collègues, dont je laisse la parole. Voilà, maintenant que ma collègue vous a donné les clés pour mieux comprendre le fonctionnement d'un TSA, nous allons voir ensemble comment préparer son intégration sur le poste de travail. Alors, dans un premier temps, ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous appuyer sur les acteurs de l'emploi qui sont présents sur votre territoire, donc France Travail, Mission Locale, AGFIP, FIP et Cap Emploi qui ont aussi un service de maintien, donc ils vont pouvoir poursuivre le travail à la suite de l'intégration. Et puis, voilà, avant le premier jour, il est essentiel en fait d'avoir vérifié par une mise en situation en projet, enfin en pardon, une période de mise en situation en milieu professionnel, pardon, une immersion en résumé, afin de sécuriser cette intégration, recueillir le maximum d'informations qualitatives pour anticiper au mieux cette future prise de poste. Vous pourrez commencer ça vous permettra de commencer à identifier si le tuteur ou la personne référente, elle est prête ou bien carrément qu'elle a envie, si elle a envie de jouer ce rôle de référent. Peut-être faire les premières évaluations des compétences de la personne. En outre, identifier les besoins en compensation qui sont nécessaires pour une période d'intégration et voire un maintien effectif.
et en même temps rassurer et diminuer le stress en lien avec une prise de poste effective. On va pas de la même façon sur un stage, voilà, sur un essai, nous on appelle ça des essais, des tests, des exercices, que sur une période où le contrat est signé. Alors concrètement, comment on fait? Avant le premier jour, on vous propose d'envoyer au salarié toute la documentation qui est liée à son intégration, avec des informations précises. Alors c'est vrai que c'est un mot qu'on va répéter tout le long de ce webinaire, ce mini-webinaire, parce que en fait, voilà, la clarification est très très importante. Par exemple, la personne qui va l'accueillir, envoyer, peut-être même faire un livret d'accueil qui va préciser toutes les informations pour le jour J. Voilà, la personne qui va l'accueillir, celle qui est référente, où va-t-on l'accueillir, à quelle heure, dans quel bureau, pourquoi pas prévoir même un plan qui va permettre d'éviter le stress de est-ce que je vais trouver l'endroit où je dois me rendre le jour J, à quelle heure, pourquoi pas, voilà, mettre un plan pour pouvoir situer là où la personne va devoir se rendre par rapport au poste d'accueil. Est-ce qu'il va y avoir un accueil? Peut-être aussi préciser s'il y a des pauses, s'il y a une possibilité de pause, à quelle heure elles sont, combien de temps elles peuvent durer. Sur les pauses méridiennes, est-ce qu'il y a une cantine? Donc ce plan va être important pour pouvoir aller vers la cantine. Combien de temps peuvent durer les repas? Jusqu'à quelle heure? Si la personne ne souhaite pas prendre les repas à la cantine, y a-t-il une salle de pause? Y a-t-il une salle où il va pouvoir se retrouver en autonomie? Prévoir aussi les horaires de travail. Souvent, dans les heures dans les grandes entreprises ou petites même d'ailleurs, il y a des horaires de travail qui sont postés ou pas postés avec des latitudes précisées vraiment clairement. Voilà, à 8 heures, de 8 heures jusqu'à 9 heures, les arrivées, ou alors de 16 heures à 17 heures, être précis là-dessus. Le code vestimentaire, si on est sur un travail manuel où il y a des EPI, voilà, des vêtements. Est-ce qu'elle doit amener ce qu'elle a à la maison? Est-ce que il va y avoir une préparation? Est-ce qu'on va lui demander la taille, la pointure, etc. Donc voilà, être précis là-dessus. Et pourquoi pas aussi détailler quelles sont les tâches que la personne devra réaliser en précisant les délais. Peut-être prévoir un planning avec des codes couleurs si ce sont des tâches administratives, si ce sont des tâches à l'extérieur. Bref, on peut ajouter aussi, dans la mesure du possible, prévoir une date de préintégration, pardon, pour présenter le salarié à ses nouveaux collègues. Alors, ça va diminuer le stress pour le salarié, pour le TSA, mais également, et même en même temps, les salariés qui ont jamais côtoyé, voilà, des personnes en situation de handicap TSA et qui ont des interprétations ou voilà, ou en tout cas des questions. Donc, dans tous les cas, ça va réduire l'anxiété de la part des salariés et du TSA lui-même. Nous vous proposerons ici quelques infographies qui ont été réalisées par des TSA eux-mêmes pour exprimer leurs questions et enfin, les questions qui se posent dans les situations d'emploi. Vous voyez, saluer les collègues, partager un café, recevoir des consignes, déjeuner entre collègues. On a choisi aujourd'hui, on ne va pas entrer dans le détail de toutes ces infographies, mais vous pourrez les revoir en replay, chacune d'entre elles. Et on a choisi de parler de participer à une réunion parce que c'est vraiment une problématique qui revient systématiquement dans nos échanges au quotidien, hein, nos relations avec les entreprises. Vous voyez à gauche, il y a une bulle donc avec le monsieur en vert qui est la personne TSA et la personne en rose qui est donc la personne, enfin, le salarié de l'entreprise qui gère par exemple la réunion. Et vous voyez la personne TSA va dire je ne sais, enfin va penser je ne sais pas si je dois lever la main, même poser en haussant la voix. Est-ce que j'aimerais participer mais je ne sais pas comment intervenir. Cela semble naturel pour les autres, effectivement. Est-ce que je dois le vouvoyer, même on peut ajouter le tutoyer, à quel moment je prends la parole et comment et pour combien de temps. Alors qu'en face, en fait, le salarié de l'entreprise, va peut-être penser, je ne comprends pas pourquoi il ne parle pas, est-ce qu'il est trop timide, est-ce qu'il a rien à dire, ça ne l'intéresse pas, est-ce qu'il a vraiment travaillé la réunion, est-ce qu'il s'est intéressé au projet?
Dans tous les cas, en fait, vous voyez, le TSA va dire que, enfin, va expliquer que c'est compliqué, en fait, déjà de suivre une conversation où il y a plusieurs personnes à la fois. C'est difficile d'intervenir à bon escient. Donc, on vous propose, et ils vous proposent, hein, et ils vous le disent, ils l'explicitent, d'utiliser des outils de médiation pour la prise de parole, presque comme le bâton, voilà, qu'on connaît. Euh, Peut-être lui adresser directement la parole en lui disant, voilà, Sophie a expliqué que pour ce projet-là, elle souhaitait mettre en œuvre ça. Toi, si on met ça en œuvre, est-ce que ça te parle un peu plus? Est-ce que tu as envie de nous donner ton avis là-dessus? Est-ce que tu as d'autres propositions à faire? Ou bien clairement lui proposer, lui dire, voilà, il nous reste 10 minutes. Soit tu nous donnes ton avis, soit tu peux le faire par écrit. Voilà, dans tous les cas, réfléchissez bien et gardez en tête en fait que cela demande, enfin, ces interactions demandent une fine maîtrise des règles sociales et le traitement de ces informations en fait demande beaucoup de ressources cognitives et ce qui s'avère épuisante hein, en fait et c'est jamais intuitif ni automatique. Donc, on vous propose de regarder un exemple, enfin, un représentatif. Il s'agit d'un témoignage d'un employeur avec qui nous avons travaillé et qui illustre ben, mes propos. Bonjour, je suis Monsieur Boule Stéphane, le gérant de la société Kotenake Sushi. J'ai été approché il y a quelques mois par Fimeco pour un stage de réinsertion pour un travailleur handicapé. Donc j'étais un peu inquiet, un peu excité à la fois parce que ça m'intéressait, je me posais quand même pas mal de questions sur est-ce que j'étais à la hauteur. Est-ce que ça allait lui plaire de venir travailler chez nous? Parce qu'on fait de la restauration rapide. On est quand même un petit groupe, mais on est un mélange. Il y a des Français, des Cambodgiens, des Vietnamiens. Donc il y a une barrière de la langue qui est déjà assez difficile. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas? Donc j'ai rencontré les personnes qui s'en occupent dans un premier temps. On a échangé, posé pas mal de questions sur ce qu'on attendait de moi, ce que j'avais le droit de faire. Je me permets de dire droit parce que je voulais pas faire en fait, je voulais pas faire d'erreur. Je savais que c'était quelqu'un qui avait été blessé par le passé et je voulais pas commettre les mêmes erreurs que ses anciens employeurs. Donc j'ai posé tout un tas de questions. Est-ce qu'il pouvait manger? Est-ce qu'il fallait lui garder une place de parking? Est-ce qu'il avait un temps de pause supplémentaire? Est-ce que je devais le présenter aux autres? Est-ce que je devais parler de son handicap aux autres employés? Donc on m'a bien aiguillé là-dessus. Ensuite on s'est revu donc, avec la personne concernée, ce monsieur. Donc on a échangé, il était assez timide, il était dans son coin, il posait pas trop de questions. Ensuite on a commencé à échanger tous les deux et le courant est plutôt bien passé. Parce qu'il n'était vraiment pas comme je l'espérais. En fait, je m'étais fait une fausse image, on va dire, du travailleur handicapé dans son coin, qui parlait pas, tout ça, alors que pas du tout. C'est un jeune homme souriant, agréable, très gentil. Et donc on a fait un stage de 2 semaines. C'était une période assez calme chez nous, donc j'ai demandé un renouvellement de stage qui m'a été accordé. Et ça s'est relativement très très bien passé. Et mes attentes ont été dépassées, ça a été explosif, comme j'étais très content. À ce jour, il est embauché chez nous, donc un contrat à durée indéterminée. Et je recommande vraiment ces immersions à d'autres personnes. Merci. Donc voilà, vous avez un petit exemple, ça arrive et ça peut bien se passer, voilà, en préparant bien cette intégration. Juste avant de laisser la parole à ma collègue, enfin la suite du visio, je voulais juste vous indiquer que c'est bien voilà, de vous appuyer sur les points forts. D'une personne TSA, on en a recensé quelques-unes voilà, il faudra voir, vous appuyer sur les experts pour bien revérifier ça. En tout cas, en général, on a un grand respect des règles qui, quand elles sont claires et bien définies, donc on revient sur le mot précis, persévérant, perfectionniste, d'une grande fiabilité, souvent honnête et direct, avec un grand sens de la justice et de la loyauté, des capacités intellectuelles, en tout cas dans la norme ou supérieure dans certains cas.
pas tout le temps, de bonnes capacités mnésiques en général, quelqu'un qui est observateur des détails et puis un raisonnement logique. Je laisse ma collègue Sarah qui va vous expliquer du coup comment pérenniser ce travail et cette intégration. Et oui, parce qu'il y a cette idée de s'inclure, de trouver ce job, de le commencer, mais aussi de le garder et surtout dans des bonnes conditions qui sont favorables pour tout le monde. Avec Fimeco, comme on a l'habitude aussi d'être sur ce genre de situation et puis d'accompagner des travailleurs TSA, on remarque quand même ce lien qu'on peut avoir les employeurs, les salariés et nous, les professionnels du maintien, entre autres, parce qu'il y en aura d'autres. Ça favorise quand même grandement ce maintien. Ouais, Nathalie, je te laisse passer le diapo suivant. Ça marche. Voilà. Donc, il y a avant tout le salarié, hein, on a vu avec Laurie tout à l'heure que de bien comprendre le TSA, c'est vrai que ça aide aussi à le prendre en considération. Donc, le salarié, c'est vrai que plus il va apprendre à se connaître et à communiquer ses besoins, plus ce sera clair pour tout le monde et plus ce sera facile de mettre en place des aménagements. Donc, il va développer des stratégies adaptées, hein, cet employé et en parler le plus clairement possible aux personnes qui l'accompagnent et à son employeur. On peut l'aider dans ce petit cursus-là. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de surtout donner des exemples concrets aux employeurs. Donc, sur la slide suivante. Si tu peux, voilà. C'est vrai qu'il y a cette importance de bien se renseigner auprès du salarié parce qu'encore une fois, on a vu qu'il y avait des profils très variés, etc. Et que, bon, les petites idées que tu as dit, Nathalie, juste avant, elles ne servent pas toujours qu'à s'intégrer, mais aussi à se maintenir. Donc là où l'employeur et l'entreprise va pouvoir agir hein, sous les conseils de son salarié et des employés du maintien comme Fimeco, ça va être à la fois sur l'environnement de travail, l'organisation des tâches et la communication essentiellement. Voilà. Parce qu'il y a des spécificités à tous les travailleurs TSA, mais c'est vrai que ça, c'est des choses qui vont être vivement conseillées pour la plupart des profils. Là, on peut agir, hein, comme tu l'avais dit, Nathalie, c'est favoriser la prévisibilité de l'environnement de travail. Plus on va éviter les imprévus, plus on va éviter les surprises qui vont être vite pris comme des mauvaises surprises chez quelqu'un qui a un TSA, plus on maintient le bien-être de son employé dans son environnement professionnel. Donc, si on arrive à créer des routines de travail claires et précises, par exemple commencer par certaines tâches la journée, puis finir par d'autres, on peut rédiger des programmes aussi hein, pour la gestion des imprévus. Si malgré tout il y en avait, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'urgence? Et puis permettre à la personne aussi de prendre des repères, d'avoir un bureau un peu isolé où elle peut mettre ses affaires ou s'isoler en cas de besoin, où elle peut gérer un petit peu son confort de travail, où elle a ses petits repères, ses petites habitudes. Et puis, le plus possible prévenir à l'avance, comme tu disais Nathalie, il y a plein de petites choses qu'on peut prévoir en amont. Bon, ça dépend un petit peu de la société qu'on a et puis du poste de la personne, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'imprévus qu'on peut essayer d'éviter. La deuxième chose où on peut aussi essayer de s'adapter, c'est le niveau d'exigence. Parce que c'est vrai que les personnes qui ont un TSA, elles sont sensibles peut-être à la pression sociale qu'elles ne comprennent pas toujours. Et c'est vrai que des fois, en allégeant cette pression, la personne, en fait, elle fait le même nombre d'efforts, mais dans un confort plus confortable. Voilà. Donc, on peut accorder du temps supplémentaire pour chaque tâche et diminuer l'exigence en termes de rapidité, de rendement, de productivité. Et souvent, en fait, juste en enlevant cette pression-là un peu inutile, en fait, les personnes sont tout aussi productives que ce qu'on l'espérait. C'est ce que disait l'employeur dans la vidéo juste avant. Finalement, ce qu'il attendait de cette personne qui a fait le stage chez lui et puis a été embauchée ensuite, ça a été largement dépassé, sans même qu'il ait à forcer ou à exiger quoi que ce soit. Encore une fois, les personnes qui ont un TSA ont tendance à être très loyales et très investies. Encore une fois, sensibiliser les équipes. Hein, c'est vrai que, comme disait aussi l'employeur de la vidéo d'avant, on peut avoir une fausse image et puis on a envie de bien faire souvent. Et puis des fois, en voulant bien faire, on évite certains sujets, où on est un petit peu mal à l'aise, où on passe à côté de quelque chose qui pourrait être beaucoup plus cool, hein, parce que la vie au travail, c'est aussi important que ça se passe un peu de manière fluide. Donc, on peut sensibiliser les équipes, hein, nous, Fimeco, ou vous en interne, pour essayer de limiter les incompréhensions, les quiproquos dont tu parlais aussi, Laurie, tout à l'heure, des expressions qui ne seraient pas adaptées, puis d'apprendre à le prendre avec un peu plus de légèreté. Des fois, on peut même un peu s'en amuser et puis créer un environnement de travail qui est plus inclusif, un peu compréhensif pour tous. Et puis, on peut adapter les consignes parce qu'effectivement, si
Il y a une tendance à avoir du mal à toujours comprendre tout le langage oral et puis les interactions. Ben, on peut essayer de faciliter le langage hein, en donnant des consignes plus simples, en donnant une info à la fois. De toute façon, personne n'aime se faire charger de plein d'infos en même temps, donc c'est aussi valable pour les personnes qui ont un TSA. Et puis, laisser du temps pour permettre la compréhension. Pas hésiter à répéter. Dans l'idéal, répéter sous une forme un peu différente, parce que si on ne comprend pas la première fois, c'est peut-être qu'il y a d'autres mots qui seraient plus pertinents. Et puis, pour les TSA qui auraient du mal avec l'échange à l'oral, parce que ça peut être le cas, bah, des fois aussi de faire un petit doublon par écrit, un petit mail, un petit post-it. Ça permettra à la personne de retourner sur la trace écrite. Si elle n'a pas très bien compris, puis qu'elle n'ose pas vous demander de répéter, c'est toujours un petit peu délicat aussi de demander de répéter. On peut privilégier aussi les informations visuelles, laisser des fiches de procédure, des petits schémas, des choses, voilà, on peut les afficher sur le plan de travail, sur les murs du bureau et la personne peut y retourner facilement pour retrouver des informations. Et puis fournir, pourquoi pas, des plannings précis, hein, à la fois pour éviter les imprévus et puis parce que ça permet de s'aider à s'organiser, puis de savoir un petit peu en termes de deadline, donner des échéances, ça peut aider aussi à structurer le travail et à réduire le stress. Et puis, il n'est pas rare que les personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme et des troubles de l'attention associés, c'est quelque chose qui est très fréquent et donc du coup, on peut s'inspirer aussi des petites techniques pour aider à la concentration. Bon, bah, en plus, associé à la sensorialité qui est assez hypersensible, si on peut dire ça comme ça, si on peut de temps en temps utiliser un casque anti-bruit ou être dans un environnement de travail qui réduit les distractions avec une lumière qui fait pas mal à la tête. Bon, bah, ça aide aussi un petit peu à se préserver d'une journée difficile. Et puis, on peut utiliser des timers, organiser ses pauses pour recharger un petit peu ses batteries. Des fois, ben, une petite pause de 5 minutes où on marche, on s'aère, on revient beaucoup plus concentré. Donc, des petites choses pour aider la personne à se recentrer sur ce qu'elle fait, éviter les distractions. Et bien sûr, bah, il y a les professionnels du maintien, donc Cap Emploi, dont on vous a parlé tout à l'heure, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent prescrire des accompagnements comme les nôtres et puis qui suivent hein, le parcours des personnes et qui sont toujours là quand on a besoin d'eux. Donc, il faut vraiment pas hésiter à faire le lien avec eux. Et puis surtout, ben, voilà, quand on est employeur, qu'on est chef d'une structure, qu'on a une équipe plus ou moins grande à gérer, ou voire même des très grands organismes à gérer, peu importe la taille de votre établissement, on est vite un peu débordé entre nos tâches personnelles et puis le management et la communication et un ensemble de choses. Donc, il faut vraiment pas hésiter non plus à se reposer hein, sur des réseaux internes. Il y a les médecins du travail qui sont là aussi, qu'on peut consulter pour évaluer les besoins d'aménagement pour nos employés, hein. Peu importe la nature de son handicap, aujourd'hui on parle du TSA, mais n'hésitez vraiment pas à contacter les médecins du travail. Et si vous avez la chance d'en avoir aussi à l'intérieur de votre structure, les référents handicap, c'est vrai qu'ils sont là en soutien quand on manque un peu de temps pour aider à mettre en place hein, tout ce qui a été dit avant, tout ce qui a été précisé avant et les adapter en entreprise. C'est eux qui coordonnent beaucoup les actions dans l'accompagnement. On fait beaucoup le lien aussi avec eux et les médecins du travail parce que c'est vraiment très riche de travailler ensemble. Et du coup, pour finir, bah, nous qui faisons partie aussi des acteurs du maintien que vous pourrez peut-être rencontrer, bon, on est là aussi pour identifier, hein, vous aider à identifier ce qui pourrait être fait, les mettre en place. On peut vous proposer aussi des ateliers de sensibilisation. Et puis, on est là pour la veille, le suivi. Donc, il ne faudrait vraiment pas hésiter. Et puis, notre partenaire, ICOM, encore une fois, hein, qui est là pour vous aider aussi à prendre en charge tout ce qui peut être de l'ordre plutôt du numérique, des logiciels, des choses comme ça. Bon, souvent, c'est un peu financé, la GFIP, le FIP, hein, on les recite. Donc, en conclusion, cette idée de situation de handicap, moi, je trouve que le terme est intéressant. On est tous d'accord dans l'équipe pour dire que ce qui fait qu'on se sent en handicap, c'est parce que la situation, elle n'est pas adaptée pour nous, hein. Je reprends ton exemple, Laurie, tout à l'heure, de cette personne qui aurait des troubles moteurs, qui doit monter tous les jours ses escaliers. C'est très épuisant à la longue. Donc, on peut essayer de réduire cette fatigue. On peut essayer de rendre la charge mentale plus légère. Il y a une psychologue qui a parlé de la théorie des petites cuillères qu'on aime beaucoup. C'est un peu comme si on se réveillait avec une réserve d'énergie plus ou moins grande, hein. Il y a des jours où on se réveille plus ou moins en forme et que chaque action qu'on fait dans la journée nous coûte un nombre de petites cuillères, un nombre de ces ressources. Plus on va demander à notre employé
qui a un trouble du spectre de l'autisme, de faire des efforts de compréhension des normes, de faire des efforts de temps de parole, vous voyez, tout ce déchiffrage qu'on a présenté, plus on va lui demander des petites cuillères qui sont, j'ai envie de dire, presque inutiles à lui demander de dépenser, parce qu'on préférerait qu'il en fasse quelque chose de productif ou en lien avec son activité ou son poste. Donc c'est vrai que tous ces aménagements, ils sont là aussi pour déjà favoriser le bien-être au travail, mais aussi pour aider la personne à remplir ses missions de la manière la plus cohérente possible et puis de se sentir bien dans son travail, de le pérenniser, de le maintenir correctement. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On est très heureuse de vous avoir présenté ce sujet parce qu'on est très investis et puis on espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de nous contacter ou de retrouver certaines informations. Effectivement, on a un compte YouTube où on met nos webinaires, mais on a aussi un site internet et une adresse de contact si vous voulez nous contacter. Contact@fimeco13.fr. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous soutenir ou adhérer également, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Hello Asso.